Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, initialement il était prévu de réaliser une vidéo pour analyser les seuls résultats de la mascarade électoraliste du 9 juin 2024. Comme n'a cessé de le répéter le pôle de renaissance communiste en France pendant des mois, grand était le risque d'une nette, mais partielle, nous allons y revenir, victoire du rassemblement Le Péno-Bardéliste, qui est malheureusement désormais légitimé pour accéder au pouvoir. Mais voilà, il y a eu cette annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, que d'ailleurs le PRCF avait anticipé dès fin avril, ce qui lui permet donc de présenter des candidatures en France. Eh bien, l'annonce de cette dissolution par le Tartuffe de la République a provoqué un séisme politique et accéléré la possibilité de voir l'extrême droite triompher, peut-être pas seule, mais avec d'autres composants de la droite dès début juillet. Aussi, tout en analysant les résultats du scrutin européiste, parce qu'on l'oublie un petit peu trop celui-ci, nous nous tournerons vers la prospective. Et pour le PRCF, elle est très claire, cette prospective. Un vrai projet de rupture patriotique et populaire avec l'axe OTAN et avec le capitalisme. Mais regardons un petit peu les leçons de ce scrutin européiste qui sont passées un petit peu sous silence depuis l'annonce d'Emmanuel Macron, et tirons-en trois principales leçons. La première, c'est que l'abstention, c'est vrai, a légèrement fléchi, on ne peut pas dire le contraire, mais elle persiste. Et dans le fond, elle est bel et bien un ennemi contre le rassemblement Le Péno-Bardéliste. Rappelons que le PRCF appelait au boycott massif du scrutin européiste, comme lors des scrutins précédents, 2004, 2009, 2014, 2019, afin de refuser le mortifère saut fédéral européen dont aucun candidat des partis de l'ordre établi, RN et Reconquête inclus d'ailleurs, n'a parlé au cours de la campagne. Et face à une abstention qui s'annonçait initialement bien au-dessus de 50%, très tôt, la Macronie, suppléée par tous les partis de l'ordre établi, y compris ceux dits de gauche, a appelé à voter à tout prix, jusqu'à investir plus de 65 millions d'euros pour inciter les travailleurs en colère à voter. Jordan Bardella lui-même, nous l'avions signalé dans une revue de presse, le 1er mai à Perpignan, appelait à la mobilisation en rappelant que l'abstention était, avec la dispersion, son pire ennemi. Il avait raison. Eh bien, ce matraquage médiatique a en partie payé, puisque l'abstention a atteint son plus bas niveau depuis 1994, s'élevant tout de même, faut-il le préciser, à 48,5%. Alors c'est 1,5 point de moins par rapport à 2019. Et si on ajoute les bulletins blancs et nuls, ça fait autour de 50%. Ce matraquage médiatique appelant à voter, dans le fond, n'apportait qu'à moitié ses fruits, puisque justement, il y a encore la moitié de l'électorat qui a refusé de se rendre aux urnes, confirmant au passage que l'abstention demeure le premier parti de France, et réduisant dès lors l'ampleur du séisme provoqué par les résultats du 9 juin dernier. Il est d'ailleurs significatif de constater qu'aucun parti de l'ordre établi, le RN inclus, mais ça on s'en doute, ne s'est attardé sur le score de l'abstention, qui pourtant révèle la réalité de tous les scores réalisés. Notons aussi, et peut-être surtout, on vient de le dire, que le grand vainqueur de ce regain de participation est le rassemblement Le Péno-Bardéliste. C'est ce que là encore le PRCF ne cesse d'expliquer depuis des années. Dans le fond, à l'exception des grandes métropoles où l'électorat euro-bobo se mobilise encore pour faire barrage, un barrage qui d'ailleurs est de plus en plus impuissant, nous verrons pourquoi, et bien partout où l'électorat populaire en colère se mobilise plus fortement pour voter, eh bien il le fait avec un objectif simple pour commencer, c'est en finir avec l'eurodestructeur attitré Macron. Et dans ce cas-là, qu'on le veuille ou non, le parti qui apparaît le mieux placé pour vaincre Macron selon ses électeurs en colère, et d'ailleurs vaincre Macron c'est ce que souhaite l'immense majorité des travailleurs, eh bien le parti qui leur apparaît le mieux placé c'est le prétendu Rassemblement national. C'est pour ça d'ailleurs que Jordan Bardella, le 1er mai dernier à Perpignan, avait appelé à voter le plus possible, parce qu'il se souvenait qu'au régional de 2021, le Rassemblement Le Péno-Bardéliste avait obtenu moins de 3 millions de voix, alors que l'abstention s'était élevée à 66%. Et rappelez-vous qu'au second tour de la présidentielle en 2022, la participation non négligeable avait permis au Rassemblement Le Péno-Bardéliste d'atteindre 42% de suffrages. Le schéma que nous décrivons s'applique d'ailleurs de manière spectaculaire dans plein de départements, à commencer par celui du Nord, où le RN est arrivé en tête pratiquement partout. Alors, sauf dans des villes comme Lille, c'est assez logique, Villeneuve-d'Ascq, c'est la même chose que Lille, ou Roubaix. C'est vrai qu'à Roubaix, LFI arrive largement en tête avec plus de 42% des suffrages, mais avec un taux d'abstention dont ils n'ont pas parlé de 65%, ce qui réduit férocement, et tant mieux d'ailleurs, le score du RN.
Le schéma que nous décrivons se retrouve dans nombre de départements ruraux et populaires, à l'image des Bouches-du-Rhône, où les forts taux d'abstention au sein des quartiers populaires ont pénalisé le RN et profité à LFI. Ou à l'image des Pyrénées-Orientales, où les forts taux de participation, qui étaient nettement supérieurs à la moyenne nationale, souvent entre 53 et 60%, ont favorisé des scores écrasants de la part de Bardella, très souvent de là de 40%, et jusqu'à 55%. Bref, pour le coup, là, on peut parler d'un vrai raz-de-marée national, a cependant ramené à ses justes proportions, puisque le RN, dans le fond, ne pèse pas plus de 16% du corps électoral total, 16% de trop d'ailleurs, à l'issue de ce scrutin européiste. Deuxième enseignement majeur, le projet centriste, libéral et européen est carbonisé, puisque Macron a été sévèrement désavoué. Et en somme, c'est assez logique, puisque celui-ci n'a jamais été un barrage antifasciste d'ailleurs. De ce point de vue, le PRCF s'enorgueillit d'avoir tenu la seule ligne antifasciste conséquente pour combattre l'extrême droite. Non pas appelé à voter pour Macron au second tour de la présidentielle, voire même des législatives en 2017 et en 2022. C'est exactement ce qu'ont fait le PS, EELV, le PCF et même des dits marxistes-léninistes. Mais quelle ligne tenir? Eh bien, se confronter aux travailleurs en colère, tenter de voter ou votant RN pour les en dissuader, en montrant l'imposture qu'est le RN. Et pour cela, il est impératif de proposer une alternative politique de rupture radicale, avec l'ordre euro-atlantique établi. C'est-à-dire tout ce que les partis établis dits de gauche ont été incapables de faire depuis plus de 40 ans, depuis 1982-1983. Comment pourrait-il en être autrement, puisque ces partis, tout comme la droite réactionnaire, ont épousé le projet défini par Valéry Giscard d'Estaing en 1974 et dont Macron s'est voulu l'héritier. Un projet que Giscard qualifiait de centriste, libéral et européen. Alors que faut-il entendre derrière ces trois mots qui ont constitué le mantra absolu de tous les eurogouvernements depuis 1974, à la relative exception de la période 1981-1982 ? Eh bien, en 1974, pour Giscard, il s'agit de réduire à la portion congrue les gaullistes, et d'isoler totalement le Parti communiste, quand celui-ci méritait encore ce nom, avant d'entamer sa funeste remutation. Il cherchait à rassembler les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates, derrière Jean-Luc Anhuet, les libéraux et les gaullistes sociaux. Cette stratégie va se heurter alors à l'Union de la gauche, qui propose à l'époque, pour le coup, un programme commun de rupture. Ambigu sur certains points, ça c'est vrai, on va le voir. Mais en tout cas, bien plus prononcé que tout ce que nous avons entendu depuis le 10 juin 2024, et nous reviendrons sur cette notion de front populaire. En tout cas, ça a marché à l'époque, puisque François Mitterrand a été élu président de la République le 10 mai 1981. Giscard peut cependant se consoler, parce que depuis le fameux tournant de la rigueur de 82-83, toutes les formations politiques qui accèdent au pouvoir et qui exercent le pouvoir, eh bien, ont cherché à apparaître, à défaut de l'être, comme centristes, contre les extrêmes, contre le FNRN à droite, ça c'est clair, qui a connu son envol dans les années 1980 et qui connaît une nouvelle jeunesse depuis les années 2010, sans compter le séisme du 21 avril 2002. Et à gauche, contre le PCF asphyxié par l'euromutation et l'eurosoumission au parti dit socialiste, puis contre LFI, présenté comme le nouvel épouvantail d'extrême gauche. C'est une rigolade, on le reverra. Alors que l'on se souvienne de tous les gouvernements, Mauroy, Fabius, Chirac, Rocard, Cresson, Bérégovoy, Balladur, Juppé, Jospin, Fillon. N'oublions pas que Sarkozy avait ouvert son mandat avec des ralliements venus du PS. Bien sûr, Ayrault, Valls, Cazeneuve, Philippe, Castex, Borne, Attal. Macron d'ailleurs vient de ressortir la ligne Giscard à l'issue d'une pathétique conférence de presse. Mais n'oublions jamais ce que disait, à raison, François Mitterrand. Être au centre, c'est être ni à gauche, ni à gauche. Et cela s'est confirmé dans l'ensemble des politiques menées, toujours plus droitisées, à l'image de la destruction des retraites par répartition, de l'infâme dite loi immigration, ou de la destruction programmée de l'assurance chômage, sans compter l'empilage des lois liberticides et xénophobes depuis des décennies. Car en réalité, le prétendu centrisme ouvre la porte à un dit libéralisme, plus précisément à un capitalisme débridé qui permet l'exploitation illimitée des travailleurs. Cette politique, tous les gouvernements la pratiquent allègrement depuis Raymond Barre en 1976. On l'a dit, à la relative exception des quelques mois de 1981 suivant la victoire de François Mitterrand. Ce libéralisme s'est traduit par un record de privatisation sous le gouvernement dit de gauche plurielle de Lionel Jospin, par la destruction du Code du travail sous François Hollande. Nous nous attarderons sur ce problème un peu plus tard dans cette vidéo. Et tous ces éléments centristes libéraux ont pour corollaire un corollaire totalement tabou, ce qui constitue la clé de voûte absolue de toute politique menée en France depuis près de 50 ans. La funeste construction européenne, mettez des guillemets.
face à laquelle le nouveau Front populaire en formation s'apprête une nouvelle fois à capituler, notamment sous la pression du dit Parti socialiste, de LV, même d'ailleurs de la direction euromutante du PCF. Un parti socialiste qui est partiellement ragaillardi d'ailleurs par ce scrutin européiste du 9 juin 2024, dont le RN, on l'a dit, est le principal vainqueur. Troisième leçon à tirer de ce scrutin, eh bien, c'est l'échec des stratégies de la NUPES, de Macron et des LR face au RN. De ce point de vue, les résultats du 9 juin sont sans appel, à l'exception des grandes métropoles, comme Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse ou Paris, où le RN, l'a dit, est battu par les forces d'euro-gauche avec une participation certaine. La réalité, c'est que plus l'abstention est faible dans le reste du pays, et plus c'est le RN qui monte en puissance. Voilà, c'est une réalité qui s'impose de manière évidente. On ne peut que le déplorer, mais c'est un fait. Car le vote RN n'est plus seulement un vote de protestation, mais il est clairement devenu un vote d'adhésion. Quand bien même ce serait pour des raisons diverses et variées, voire antagoniques. Et quand bien même son programme, clairement xénophobe, faussement patriotique et franchement antipopulaire, aggravera la situation des travailleurs, notamment des travailleurs immigrés, et du pays tout court. Après tout, Jordan Bardella n'a-t-il pas annoncé qu'il n'abrogera pas la contre-réforme des retraites? Eh bien malgré cela, le vote RN s'est ancré, profitant en réalité de près d'un demi-siècle de politique euro-atlantique, menée par l'ensemble de la droite, on l'a dit depuis 1976, et par la fausse gauche quand elle a décidé d'acter le tournant de la rigueur en 1982-1983. C'était le gouvernement Mauroy, avec d'ailleurs, en son sein, des ministres PCF qui, eux, acceptaient l'euromutation. Et pourtant, nous ne le rappellerons jamais assez, ni le RN, ni Dupont-Aignan, ni Éric Zemmour, ni des tas d'autres ne veulent sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN, et vous vous en doutez encore moins du capitalisme. Eh bien malgré tout cela, LFI a fait le choix funeste d'abandonner la ligne qui lui avait permis de frôler la victoire en 2017 sur un vrai projet politique. Et j'insiste sur un vrai projet politique, qui s'intitulait l'UE, on la change ou on la quitte. En optant pour une alliance en mai 2022 avec le Parti socialiste, alors en état de mort clinique, avec les bellicistes de LV et avec le PCF euromuté, LFI a réussi l'exploit de ressusciter le parti dit socialiste, ce que le PRCF avait déjà annoncé dès le 23 mai 2022. Cette stratégie s'était déjà révélée fragile puisqu'elle n'avait pas empêché le RN de devenir le premier parti, pas alliance, premier parti politique d'opposition avec 89 députés en juin 2022. Et cette stratégie a aujourd'hui permis à Raphaël Glucksmann, le plus fanatique va-t-en-guerre euro-atlantique, de parader en tête de ce que l'on appelle la gauche, tête de la gauche établie. Tandis que, au moins bonne nouvelle, EELV s'écroule misérablement. Alors certes, LFI accroît son score de 2019, incontestablement, même si LFI n'atteint pas les 10%. Mais ce faisant, LFI se place en position de faiblesse vis-à-vis du Parti socialiste, et est désormais condamné à opter pour une nouvelle NUPES, intitulée Nouveau Front populaire, qui sera tout autant hostile, et c'est déjà clairement annoncé dans le programme, à la sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN, qui n'est même pas évoqué d'ailleurs, sans laquelle il est pourtant impossible de mener la moindre politique sociale au service des travailleurs. Alors quant au PCF, pour la troisième fois consécutive après le scrutin européiste de 2019 et la présidentielle de 2022, il est réduit au misérabilisme électoral, terminant au même niveau que Jean Lassalle et que le parti animaliste avec moins de 2,5%. Donc une nouvelle fois, il ne sera pas remboursé de ses frais de campagne. Voilà donc le résultat de l'euromutation engagée il y a près d'un demi-siècle et dont les conséquences électoralistes sont plus que jamais visibles aujourd'hui. De leur côté, la Macronie et les LR sont balayés, réduits respectivement à 7% et 3,6% du total du corps électoral. Ardents défenseurs des politiques d'Eurocasse de la République une, indivisible et laïque, de l'Eurocasse des conquêtes sociales, avec déjà la promesse de détruire l'assurance chômage après le Code du travail et les retraites, de l'Eurocasse des services publics et même de l'Eurocasse des libertés démocratiques, Macron et les LR constituent un formidable carburant pour le bloc d'extrême droite, qui, tout cumulé, représente près de 40% des votes du 9 juin, c'est-à-dire 20%, ce qui est énorme, du corps électoral du pays. Ayant contribué à la dédiabolisation du rassemblement Le Péno-Bardéliste en affirmant que le danger numéro un du pays était LFI, soi-disant antisémite, islamo-gauchiste, ce qui n'occulte pas des responsabilités de la part de LFI dans le désastre en cours. Et en menant la politique du pire à l'image de l'infâme dite loi immigration, Macron et les LR ont servi la soupe au duo Bardella-Le Pen.
Ils ont ainsi contribué à radicaliser leur électorat conservateur, de plus en plus tenté par l'option fascisante. Ce qui a particulièrement affecté les LR d'ailleurs, qui ne se sont dans le fond jamais remis de la victoire de Macron en 2017 et qui sont en cours de scission accélérée, comme l'a montré le pitoyable épisode Ciotti, carburant majeur de la fascisation. Si on regarde bien l'histoire politique, le RN, horreur, véritablement horreur de ce point de vue-là, a pris la place qu'occupaient jadis les gaullistes, mais avec des racines idéologiques antagoniques, puisque nous ne rappellerons jamais assez que le RNFN a été fondé par ordre nouveau, et par des anciens de l'OAS, de Vichy et de la collaboration, avec un projet clairement nationaliste et prétendument révolutionnaire, dans le sens fascisant du terme. Comme le PCF, les partis dits gaullistes, depuis Jacques Chirac, RPR, UMP, puis désormais LR, ont entamé une funeste remutation de droite, les attirant toujours plus vers le FNRN. Et déjà en septembre 1983, l'alliance des droites de l'UDF giscardienne jusqu'au FN, avec l'approbation d'ailleurs de Jacques Chirac pour cette alliance, afin de remporter la municipale partielle à Dreux, avait marqué le coup d'envoi de l'essor du FN. Notons enfin que, et ne l'oublions pas, ce scrutin européiste qui était totalement farfelu, puisqu'il y avait 38 listes en lice, jusqu'à l'alliance hors du temps de Dieudonné et de Francis Lalanne dans la liste France Libre. Ce scrutin a débouché sur un nouvel échec, pathétique, celui des listes dites frexiteuses. Frexit de droite en réalité, puisque ces listes refusent l'affrontement avec le capitalisme et sont donc condamnées à l'échec. Ces listes qui, comme à leur habitude, misent sur la stratégie égocentrique, et non sur le combat de classe mené par les travailleurs, au point d'ailleurs que ces listes s'écharpent pitoyablement entre elles à l'occasion d'un débat entre François Asselineau et Myriam Palomba, représentantes de Florian Philippot. Quant aux formations trotskistes, elles ont littéralement sombré dans les abîmes. L'analyse de ce scrutin européiste, on l'a dit, est passée pratiquement sous silence, ce qui est une grave erreur, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour cause, puisque de nombreux bouleversements politiques plus ou moins fiables sont en train de se développer, et surtout montrent plus que jamais la nécessité d'un vrai projet de rupture porté par une gauche patriotique et populaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, les droites se trouvent entre explosion et polarisation autour du RN, puisque les grands perdants, pour commencer, sont les LR et Reconquête, et le grand vainqueur est le RN. En effet, le RN peut s'appuyer sur la vague relative, on l'a dit, d'un point de vue corps électoral, mais une vague réelle consécutive à sa victoire. N'oublions pas que le RN est arrivé en tête dans 32 000 communes dans le pays, c'est énorme. Et la première conséquence, c'est déjà l'explosion de Reconquête, puisque Marion Maréchal, la nièce de Marine, qui vient de donner un baiser de la mort à Éric Zemmour. En effet, elle a décidé de quitter Reconquête, et puis d'ailleurs elle en a été exclue, après avoir dénoncé le refus du réhabilitateur de Vichy, et de Pétain donc, de nouer l'Alliance des droites. Zemmour risque, au moins dans un premier temps, d'être marginalisé. Alors que parallèlement se réalise progressivement, c'est ça le véritable événement, l'union des droites. Une union des droites à laquelle Éric Zemmour appelle d'ailleurs de ses voeux depuis près de 30 ans. De ce point de vue, l'explosion la plus spectaculaire concerne les LR, puisque Éric Ciotti, que le PRCF a d'ailleurs toujours considéré comme fascisant, a été exclu du parti à la tête duquel il se trouvait pour avoir appelé à une alliance avec le RN. Enfin exclu. Du moins, il y a eu une tentative d'exclusion, puisque ça n'a pas été le cas. En tout cas, cette tentative d'alliance avec Le Pen a ulcéré les cadres du bureau politique Macron compatible et qui rêvent de reprendre la place que l'actuel locataire de l'Élysée leur a prise en 2017. C'est par exemple le cas de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont dénoncé la trahison. C'est un terme d'ailleurs très à la mode puisqu'Éric Zemmour l'a également utilisé pour qualifier la démarche de Marion Maréchal. L'ennui pour les LR en cours de désintégration accélérée, c'est que Ciotti n'est pas le seul à souhaiter un rapprochement avec le RN. Et d'ailleurs, le RN a prévu d'investir 60 candidats LR pour les législatives. Prenons un autre exemple, François-Xavier Bellamy, qui a d'ailleurs été invité par Sophie Binet avant le scrutin européiste pour discuter des propositions pour l'Europe au congrès, au siège de la CGT à Montreuil. Eh bien, François-Xavier Bellamy a clairement affirmé qu'en cas de duel entre le RN et le Front Populaire, il fera barrage évidemment à la France Insoumise. Alors nous avons hâte d'entendre la secrétaire confédérale de la CGT justifier l'invitation dont a bénéficié François-Xavier Bellamy. Parce que pendant ce temps, les véritables communistes comme les militants du PRCF, eux, n'ont jamais été invités. Elle expliquait que, pour justifier l'absence, à raison d'ailleurs, du RN à ce débat à Montreuil, il était hors de question de transiger avec l'extrême droite. Le problème, c'est que Bellamy représente tout simplement la droite réactionnaire et fascisante. Ensuite, les LR anti-alliance avec le RN sont confrontés à un dilemme. Soit concurrencer Macron, soit s'allier rapidement à lui pour retrouver une place au sein de la majorité. D'où le troisième problème,
l'énième tentative de Macron de capter les LR compatibles avec ses idées et des projets, sachant que l'Union s'est déjà faite sur la destruction des retraites ou sur l'adoption de l'infâme dite loi immigration. Il y a de nombreux points convergents, sur l'Ukraine, sur l'UE du capital, sur l'OTAN, etc. Ce qui laisse penser qu'il n'est pas impossible que Macron parvienne petit à petit à forger son bloc centriste, libéral et européen de nouveau. Et le reste pour le RN. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'ensemble des droites risque d'obtenir une nette majorité à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut faire, dès lors, c'est que le RN et les LR compatibles n'aient pas la majorité absolue. Mais évidemment, il faut les combattre à partir de propositions décentes. Ce qui nous amène à la deuxième grande évolution, ce fameux nouveau Front populaire. Ce Front populaire est né d'une demande légitime, puisqu'il y a une perspective de fascisation accélérée qui pousse à la formation, qui a poussé à la formation de ce nouveau Front populaire. D'ailleurs, au passage, quelques mois après l'explosion de la NUPES, au sujet notamment du nouvel ensanglantement que connaît le Proche-Orient depuis plusieurs mois. À ce sujet, le PS, EELV et même par moments les directions du PCF accusaient la direction de LFI d'antisémitisme et de soutien au Hamas, créditant un peu plus d'ailleurs le concept d'islamo-gauchiste qui était véhiculé à la base par l'ensemble des droites et des médias aux ordres afin de discréditer LFI. Là aussi, trois éléments doivent être retenus pour comprendre que ce nouveau front populaire, espéré légitimement d'ailleurs, risque une énième fois de déboucher sur un flop énorme, si ce n'est une trahison qui d'ailleurs a déjà commencé en réalité, à l'égard des revendications populaires et patriotiques. D'ailleurs, nous réaliserons une vidéo spécifique, par parenthèse, sur ce Front populaire de 1936, pour bien démontrer ce qu'il a été, et pour démontrer ce que doit être un véritable Front populaire en 2024. D'ailleurs, ça fait des années que nous appelons à ça, PRCF, un vrai Front populaire. Alors, premièrement, il y a la gravité de la situation pour justifier la nécessité de faire un barrage antifasciste, comme en 2002, ou comme au second tour des présidentielles en 2017 et en 2022, avec des partis présentés comme étant de gauche. Nous disons bien dit de gauche, parce que le problème c'est que ni Place Publique, ni le PS, ni EELV sont des partis de gauche, puisqu'ils sont des partis antipatriotiques et antipopulaires, qui penchent nettement à droite. Et pour celles et ceux qui seraient sceptiques face à cette affirmation, prenez l'ensemble des positions et des politiques mises en œuvre par le Parti socialiste au pouvoir depuis 1981. Et nous épargnerons les trahisons de l'Union sacrée en 1914, de la pause dans les hausses de salaire et dans la non-intervention en Espagne en 1936-37, des pleins pouvoirs accordés par une partie des parlementaires socialistes à Pétain en 1940, et bien entendu de la guerre d'Algérie menée par Guy Mollet. Restons-en juste à depuis 40 ans. Mais qui a accepté, accompagné, voire imposer carrément l'euro-austérité à partir de 1982-83 ? Qui a imposé le néolibéralisme en France au milieu des années 1980 ? Qui a imposé le traité de Maastricht ? Qui a réalisé les records de privatisation sous Jospin? Qui a accepté le bombardement de la Yougoslavie en 1999 par l'OTAN, sans mandat de l'ONU? Qui a soutenu, pour partie du moins, la Constitution européenne en 2005 et par la suite le coup de force du traité de Lisbonne en 2008? Qui a ratifié le pacte budgétaire en 2012? Qui a appuyé le massacre de Gaza de l'été 2014, que tout le monde a oublié d'ailleurs? Qui a accepté le projet de déchéance de nationalité avant de le retirer en catastrophe? Qui a mis en place les lois liberticides sous couvert d'état d'urgence? Qui a détruit le code du travail et a réprimé férocement la contestation populaire au printemps 2016? Qui a imposé la contre-réforme Touraine qui prévoyait d'allonger la durée de cotisation pour les retraites à 43 annuités? Qui a soutenu quasi explicitement Emmanuel Macron en 2017? Et qui a adopté aussi les résolutions plus anticommunistes les unes que les autres au sein du dit Parlement européen, et notamment celle du 19 septembre 2019, affirmant que le communisme est un équivalent du nazisme? Qui enfin, également, a accepté la honteuse résolution du 30 novembre 2022 appelant à l'ancrage définitif de la France dans l'axe UE-OTAN, et au soutien militaire et financier toujours croissant au régime pro-nazi de Kiev? Qui veut nous faire avaler le sceau fédéral européen? Qui, si ce n'est la prétendue gauche dite socialiste? D'ailleurs, précisons que pour nombre des cas cités, EELV et la direction euromutante du PCF y ont contribué comme le 30 novembre 2022. Et n'oublions pas Jean-Luc Mélenchon qui était dans la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Et maintenant on nous demande de soutenir un nouveau front populaire composé de branches pourries jusqu'à François Hollande carrément, qui passent leur temps à trahir le mouvement ouvrier désespéré. Et en plus pourraient le faire sans condition. De ce point de vue, ne croyons pas que LFI n'a aucune responsabilité par ces trahisons, comme sur la sortie de l'euro et de l'UE du capital.
qui a été relégué au fond des cartons après l'abandon de la ligne de 2017 dont nous avons parlé tout à l'heure. Ou sur l'Ukraine, puisque Adrien Clouet, député LFI chargé de l'aspect programmatique des négociations dans le cadre du nouveau Front populaire, avait déclaré « Il y a des sujets qui étaient médiatiquement vus comme très complexes ou des sujets où on était très hostiles entre nous. Finalement, sur la question ukrainienne, on est tous d'accord sur les aides, les livraisons d'armes, le respect de l'intégrité de l'Ukraine, l'abolition de la dette extérieure. Chacun, en fait, dans sa manière à lui de concevoir l'aide à l'Ukraine, s'y retrouve. Ouais. Surtout dans les livraisons d'armes, semble-t-il, puisque Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs les a confirmées. D'où le deuxième gros problème autour de ce prétendu Front populaire. La ligne politique, le programme. D'autant plus inquiétant qu'au niveau des négociations, un parlementaire socialiste a pu déclarer que la question du programme était secondaire et que la ligne, c'est tous ensemble contre le RN. Traduction, n'évoquons pas les sujets majeurs pour une vraie alternative de gauche, dont il ne faut jamais parler depuis plus de 40 ans, parce que ce n'est jamais le moment. Et les sujets majeurs, ils sont simples. C'est l'appartenance à l'UE du capital et à l'OTAN. C'est la rupture avec le capitalisme. C'est l'indépendance nationale. Ce sont les livraisons d'armes au régime pro-nazi de Kiev. C'est l'attitude vis-à-vis de la théocratie fasciste israélienne. Expression, rappelons-le, du maire de Tel Aviv, Ron Hulday, que vous pouvez retrouver dans un article du Times of Israel du 4 décembre 2022. C'est aussi la République une et indivisible en voie d'euro-balkanisation, sous les doubles coups de boutoir du sceau fédéral européen et du pacte girondin cher à Macron. C'est aussi le discours selon lequel Macron serait un barrage antifasciste. Et bien entendu, comment ne pas évoquer les sempiternels mensonges sur une autre Europe, qu'ont encore revendiqué Manon Aubry, Léon de Fontaine, sans compter toutes les balivernes sur l'Europe sociale, le dialogue social et d'autres fadaises du genre. Mais non, silence absolu, n'en parlons pas. Aussi bien en période électorale qu'en dehors de toute période électorale, ne parlons jamais de ces sujets. Peut-être que dans le fond, il y a en réalité des positions que ne renieraient ni la Macronie, ni les LR, ni le RN. Après tout, tous ceux-là ne veulent sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN, et vous en doutez, ni du capitalisme. Et tous ceux-là soutiennent le régime pro-nazi de Kiev et les forces euro-régionalistes. Eh bien le résultat, c'est que jamais au pouvoir nationalement, car il l'est déjà localement, comme à Perpignan, avec Louis Alliot, ou l'a déjà été au municipal de 1995, comme à Orange et Vitrolles. Et bien de tout cela, le FNRN apparaît à tort comme une prétendue alternative. Et tout ceci du fait des trahisons énormes de la dite gauche, qui maintenant appelle à réaliser ce nouveau Front populaire, on l'a dit, sur des bases pourries, et qui n'empêcheront pas le RN de monter davantage. Dans le fond, les vrais diviseurs des travailleurs, et spécifiquement de la classe ouvrière, sont celles et ceux qui, à force de capituler sur tous les sujets que nous avons évoqués, et sur d'autres d'ailleurs, ont laissé le RN s'emparer mensongèrement du rôle de force anti-système et de principal parti d'opposition. Eh oui, quand on refuse de traiter les problèmes, voilà à quoi cela mène. Si en plus on ajoute à cela les aveux explicites comme ceux de Lionel Jospin en 2002, qui, au moment de sa campagne, affirmait « Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. » Comment voulez-vous que les travailleurs s'y retrouvent? Eh oui, c'est ça en fait le problème, c'est que tous les projets des partis dits de gauche établis, à l'exception de la ligne 2017 de LFI d'ailleurs, se sont très vite traduits par des capitulations, des abandons et des trahisons. Ne parlons même pas de François Hollande, qui revient avec une étiquette Nouveau Front populaire. Lui qui a capitulé dès le premier jour de son mandat en 2012, lorsqu'il renonça à renégocier le pacte budgétaire, mais le pouvait-il d'ailleurs, une fois en face d'Angela Merkel et des institutions européistes. Et dernier élément important à propos de ce dit Front populaire, c'est qu'il parachève le rééquilibrage des forces. Eh bien, un rééquilibrage qui avait déjà été entamé par la NUPES. Rappelons-le, que en mai 2022, le PRCF dénonçait la NUPES comme un moyen de ressusciter le parti dit socialiste. Et finalement est en train de triompher le projet Autain-Ruffin d'un Big Bang de la gauche radicale, un projet proclamé par Clémentine Autain au lendemain du scrutin européiste désastreux de mai 2019. Puisqu'elle avait déjà, alors elle, c'est un sacré cas. En 2017, avant le premier tour, elle avait déjà planté Jean-Luc Mélenchon en parlant de l'ALBA, et en mai 2019, elle a évoqué la nécessité d'un Big Bang de la gauche radicale. Autrement dit, un énième rassemblement, c'est ce qu'elle a dit, d'insoumis, communistes, anticapitalistes, socialistes et écologistes décidés à rompre avec le néolibéralisme. Vous voyez ce qui est en train de se tramer? À l'époque, le PRCF avait clairement écrit que ce sont autant de forces malheureusement euro-compatibles et eurobéates, et dont le positionnement va totalement à l'encontre à la fois des intérêts et également du positionnement politique de la grande majorité des classes populaires.
et spécifiquement la classe ouvrière et un nombre croissant de gilets jaunes, puisque tout ceci s'était développé après la séquence intense des gilets jaunes. Et nous disions alors que ça nous paraissait dangereux pour l'avenir d'une gauche patriotique et populaire en France. Eh bien depuis, le PRCF n'a cessé d'interpeller LFI et même le PCF pour les mettre en garde contre les conséquences de telles dérives. À LFI, ça s'est traduit par l'abandon de la ligne de 2017. Et depuis dimanche 9 juin 2024, c'est François Ruffin, qui d'ailleurs s'est tenu à l'écart de la campagne de Manon Aubry, qui a lancé les hostilités, et qui réalise une véritable mise à l'écart, si ce n'est plus, de Jean-Luc Mélenchon pour se poser en potentiel Premier ministrable et surtout en successeur attitré au sein de LFI. Est-ce qu'il pouvait en être autrement dans un mouvement gazeux, au sein duquel les critiques à l'encontre de l'absence d'une vraie structuration et d'un fonctionnement démocratique, on voit d'ailleurs les règlements de compte à ce sujet, se sont multipliés ces dernières années au sein même de LFI? Non, il ne pouvait pas en être autrement. La dernière perspective la plus importante, eh bien, c'est que le principal bloc du pays, encore une fois, c'est le peuple en colère et abstentionniste. Car toutes les élucubrations que nous venons d'avoir en arrivent à faire oublier cet essentiel. Le premier bloc du pays, c'est le bloc abstentionniste qui regroupe la moitié du pays, essentiellement des jeunes, des ouvriers, des paysans et des employés précaires. Autant de forces qui refusent de voir le FNRN comme une alternative, et tant mieux d'ailleurs si c'est le cas, mais qui en même temps refusent d'accorder leur confiance à la gauche établie. Et au vu de tout ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi. Donc finalement, le meilleur moyen de combattre l'ensemble des composantes de droite, de Macron à Le Pen, Bardella, Zemmour, c'est de véritablement proposer un projet à ce bloc. Encore faut-il leur proposer un vrai projet. Et à l'heure où nous réalisons cette vidéo, eh bien, on peut voir que le nouveau Front Populaire est déjà en train de se déchirer, ne serait-ce même que pour les répartitions de circonscription, la lutte des places. On l'a vu avec le cas Adrien Quatennens, on le voit avec les cas Corbière, Garrido, Simonet. Bref, c'est normal parce que ça semble plus important que le programme secondaire selon le parlementaire PS. Tous ces gens n'ont rien compris apparemment. À savoir que les travailleurs veulent un vrai programme de rupture et non de gestion loyale du capitalisme. Et quand bien même ont été annoncés le rétablissement de la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. Bon. Le blocage des prix, la hausse du SMIC à 1600 € d'aide, la cantine gratuite, la fin des méga-bassines, tout ceci. Très bien, toutes ces mesures sont indispensables. Encore faut-il que toutes ces mesures soient réellement applicables. Et comment fait-on quand on ne contrôle ni la politique monétaire, ni la politique budgétaire, et qu'on ne veut même pas envisager la rupture avec l'euro et l'UE? Comment fait-on quand, alors qu'on appelle à l'urgence de la paix, eh bien on annonce qu'on va poursuivre les livraisons d'armes nécessaires au régime pro-nazi de Kiev, ce qui forcément fonctionnera de l'argent au détriment des salaires et des services publics. Battre l'extrême droite, oui, 100 fois oui. La combattre, l'affronter plus que jamais, c'est l'ADN du PRCF. Mais pas avec la seule carte de l'antifascisme, ni avec la seule carte de l'antiracisme. Ce sont des cartes indispensables, mais en elles-mêmes insuffisantes. Si aucun projet de vraie rupture, claire, cohérente et radicale n'est proposé aux travailleurs exaspérés par plus de 4 décennies d'eurogouvernement. Et là, nous avons atteint un summum avec le fascisant Macron. Ces travailleurs écœurés par les trahisons veulent un vrai changement. Et c'est la raison pour laquelle le PRCF et la JRCF portent pour ces élections législatives le seul projet en mesure de fédérer les travailleurs dans un front réellement populaire. C'est-à-dire un front qui soit aussi pacifique, internationaliste, patriotique, anti-européiste et anticapitaliste. Ce projet, c'est l'alternative rouge et tricolore. Et ce projet nécessite de rompre radicalement, on l'a déjà dit, on se répète, mais apparemment il faut le répéter plusieurs fois, avec l'euro, lieu du capital, et l'OTAN. Et bien entendu le capitalisme mortifère, parce que quel est l'objectif? Construire le socialisme communiste de nouvelle génération. De ce point de vue, le PRCF a déjà participé aux manifestations du week-end du 15-16 juin, et il va continuer de participer à toutes les manifestations à l'appel des syndicats et des associations contre l'extrême droite et contre Macron et les LR. Et tout en menant campagne, on l'a dit, pour un véritable projet. Pour cela, le PRCF interpellera les candidats, notamment PCF et LFI, pour qu'ils se positionnent clairement sur l'urgence de la paix, sortie de l'OTAN, fin des livraisons d'armes à l'Ukraine. Israël, c'est déjà le cas, et tant mieux. Enfin, c'est prévu. On verra. Sur l'urgence nationale et démocratique, l'urgence du saut fédéral européen dont il faut sortir immédiatement, et ainsi que sauvegarder la République indivisible. Mais également sur l'urgence sociale, du produire en France, de l'abrogation de toutes les contre-réformes européistes, ainsi que du respect de la victoire du non au référendum de 2005. Dans le fond, ce n'est qu'à ce prix qu'il sera possible de construire un front réellement populaire, et non pas une énième union de la gauche euro-austéritaire, ou une gauche plurielle euro-atlantique, comme en 1997-2002, et je parle même pas du désastreux quinquennat Hollande. Mais au-delà de toute cette séquence électoraliste, le PRCF ne cesse de le dire depuis 20 ans.
la priorité, c'est l'urgence absolue de reconstruire un vrai parti communiste et un véritable syndicalisme de classe et de combat. Car sans cela, eh bien l'existence d'un front réellement populaire n'est pas possible, car c'est ça qui permet d'arracher des victoires pour les travailleurs en 1936, victoire d'ailleurs bien éphémère malheureusement à l'époque. C'est ce combat que le PRCF et la JRCF poursuivront dans les semaines et les mois à venir avant qu'advienne le désastre pour la France. Plus que jamais, soutenez le combat du PRCF et de la JRCF. Soutenez le Frexit progressiste. Portons l'alternative rouge et tricolore pour une France libre, forte, indépendante, démocratique et souveraine. Comme le dit si bien le président du PRCF, Léon Landini, dernier résistant FTP-MOI vivant en France encore aujourd'hui. C'est le seul moyen pour que véritablement adviennent les jours heureux dans ce pays. Tous ensemble en même temps pour vaincre Macron, LR, Le Pen et reconstruire un vrai parti communiste en France au service des travailleurs. Le combat continue les camarades.